Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracien Okindikiza et Jean-François Kandji-Kombé. Les bailleurs de fonds de la Côte d'Ivoire ont promis d'apporter 15,4 milliards de dollars pour soutenir le plan national de développement 2016-2020. Ces financements qui seront décaissés sous forme de prêts et de dons représentent près du double du montant initialement recherché. Olivia Hieré-Dobré. 15,5 milliards de dollars. C'est le montant récolté par la Côte d'Ivoire pour financer son expansion. La terre d'Eburny est aujourd'hui l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Ouest et les grands bailleurs de fonds ne s'y sont pas trompés. À l'issue de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement ivoirien 2016-2020 qui s'est tenu ce mardi 17 mai 2016 à Paris, les partenaires financiers se sont engagés à investir 15,4 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de nouveaux financements et 2,7 milliards de financements acquis. Une somme qui dépasse largement l'objectif initial fixé à 8,8 milliards de dollars. Un franc succès pour la Côte d'Ivoire qui espère devenir une nation émergente en 2020. Je voudrais exprimer mes très vifs remerciements à tous les participants à cet important groupe consultatif et notamment à l'ensemble de la communauté internationale. Votre présence nombreuse et distinguée traduit une fois de plus la constance de votre engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour construire une économie émergente, génératrice d'une croissance économique forte, durable, inclusive, équitablement partagée. Parmi les bailleurs de fonds, deux principaux se dégagent. La Banque mondiale, qui a promis 5 milliards de dollars pour le nouveau plan, et la Banque africaine de développement, qui s'est engagée pour un total de 2,37 milliards de dollars. S'agissant des bailleurs de fonds bilatéraux, les États-Unis vont décaisser 173 millions de dollars par an sur la période du PND, la Corée du Sud au moins 120 millions de dollars, la France versera quant à elle 1,54 milliard de dollars entre 2016 et 2020. La Côte d'Ivoire reste engagée dans la poursuite des réformes en vue de maintenir un cadre macroéconomique stable, un niveau d'endettement soutenable et une inflation maîtrisée. Partenaires au développement, ensemble, poursuivons l'histoire de la Côte d'Ivoire engagée résolument. Poursuivons la marche de la Côte d'Ivoire engagée résolument sur le cap de l'émergence à l'horizon 2020. Si la croissance de la Côte d'Ivoire a dépassé les 8,6% en 2015, selon le FMI, le défi des autorités ivoiriennes se situe au niveau des indicateurs sociaux. En effet, le taux de pauvreté atteint les 46%, tandis que 5 millions de jeunes de 15 à 29 ans ne disposent pas de qualification formelle. Parmi les priorités de la Côte d'Ivoire figurent également la baisse des inégalités, l'emploi des femmes et des jeunes, ou encore l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Gracien, ce résultat montre que la Côte d'Ivoire a la confiance de ses bailleurs de fonds. Oui, il y a des indicateurs justement concernant au niveau de l'économie. Si la Banque mondiale et la BAD acceptent de financer à cette hauteur, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, notamment au niveau de la croissance. Il y a un pays qui se trouve qui arrive à 8%, à 9% au niveau de la croissance depuis pratiquement 4 à 5 ans. Cela montre bien que c'est un pays qui est bien géré, une inflation presque nulle, mais aussi moins endetté, environ dans les 30 combien %. Mais il y a un problème qui s'est posé parce qu'on parle déjà, il y a le public qui finance et le privé qui est un peu réticent. C'est un pays, justement, qu'il faut changer autrement. Je pense qu'il faut changer autrement l'orientation de l'économie. C'est un pays qui a une très bonne économie au niveau macroéconomique, mais un pays qui a une mauvaise répartition des revenus, des ressources au sein de la population, une mauvaise orientation de l'économie pour que tout le monde en profite. Il y a quelque chose à voir dans cette économie, je dirais plus que l'économie ivoirienne est plus libérale que vraiment il faudrait une petite orientation sociale. Jean-François, alors Gracien l'a dit, les bailleurs de fonds ont donné 2 fois plus, mais le secteur privé, lui, a été plus frileux. Est-ce que ça signifie que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire doit encore être amélioré ?
Alors, je suppose que les investisseurs privés dont il s'agit, qui sont réticents, vous répondrez résolument oui. L'environnement des affaires doit être amélioré. Gratien l'a rappelé tout à l'heure, il y a un problème structurel qui est celui de la répartition, des fruits de la croissance. Et je ne crois pas que ce soit cet élément-là qui freine les bailleurs privés, qui, en l'occurrence, dans cette affaire, ont donné beaucoup moins que ce qui avait été escompté au départ. Ce qui les freine, c'est surtout qu'ils ne peuvent pas faire le maximum de bénéfices. C'est ça ce qui les fait marcher d'abord, avant de savoir si l'Ivoirien, le citoyen ivoirien ou la personne qui vit en Côte d'Ivoire vit décemment, a de l'eau, de l'électricité, etc. Mais ce que vous évoquez là, c'est une revendication depuis toujours de ces bailleurs de fonds privés, qui est l'amélioration du climat des affaires. Et par amélioration du climat des affaires, il faut entendre essentiellement accorder des avantages compétitifs énormes aux entreprises étrangères et notamment à l'investissement privé étranger, améliorer ou plus exactement relâcher la pression fiscale, alléger voire annuler les contraintes administratives, etc., etc. Mais bon, moi, dans cette affaire, en tout cas dans cette affaire que nous sommes en train de commenter, je me réjouis d'une chose, parce que j'ai toujours exprimé ici ma crainte que les États africains soient à la merci des bailleurs de fonds privés et des investisseurs privés, dont on sait très bien le caractère volatile. C'est leur intérêt qui compte d'abord, et en fonction de cet intérêt, ils peuvent faire sauter une économie. Et que les bailleurs de fonds publics, que sont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qu'on ne souligne jamais assez, qui est un acteur vraiment très fort du développement des pays africains, ait repris un peu la main. C'est une bonne chose, je crois. Maintenant, les vraies raisons pour lesquelles les bailleurs de fonds, les vraies mesures par lesquelles on peut faire revenir les bailleurs de fonds, je ne suis pas sur le terrain, je ne le connais pas, je ne suis pas du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils y pourvoiront en espérant qu'ils corrigeront cet aspect, et je suis totalement d'accord avec Gratien là-dessus, qu'ils socialiseront un tout petit peu le libéralisme à l'ivoirienne. Gratien, est-ce que le spectre de la sécurité a pu jouer sur la frilosité des investisseurs privés ? Bon, en principe, cela, je ne pense pas, parce qu'on voit l'insécurité, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en France, ça s'est passé en Belgique, c'est pratiquement, on voit partout. Cela n'empêche pas, parce que les gens qui investissent sur le moyen et long terme. Il n'y a personne qui peut investir sur le court terme. Or, le terrorisme, aujourd'hui, c'est sur le court terme, si vraiment les chefs d'État prennent des mesures qui s'imposent. Donc, cela ne peut pas être vraiment un élément. Mais il y a toujours la bonne gouvernance. Mais j'ai parlé de la répartition des ressources, la consommation. Moi, si je suis un homme d'affaires, je vois dans un pays, par exemple un pays comme le Nigeria, où les richesses se concentrent en main de quelques gens, je me dirais finalement, il y a moins de consommateurs. S'il y a moins de consommateurs, je vais vendre à peu de gens, j'aurai un chiffre d'affaires qui ne va pas augmenter. Donc, pour moi, je ne peux pas investir. Par contre, si on répartit, je saurais que tout le monde peut manger du pain, alors que je vends du pain. C'est très bien. Alors qu'au lieu de les vendre à 1%, autant vendre à 100%. Merci. Dans l'actualité également, la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal entend apporter une solution au problème d'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Elle se veut un outil pour accompagner les porteurs de projets à travers le pays et même de la diaspora. Deogratias Podo. Lancée en 2014 pour faire face aux enjeux du financement pour le développement, la Banque nationale de développement au Sénégal tente toujours de résoudre l'équation du financement des petites et moyennes entreprises. Au rang de ses objectifs, la BNDE a pour vocation de couvrir plus globalement les besoins financiers des acteurs économiques du secteur marchand et de contribuer ainsi au développement économique et social du Sénégal. Au départ, il fallait effectivement faire un diagnostic de la situation pour voir un peu quel est le problème, pourquoi il y a des problèmes de financement dans nos pays. Donc, c'est suite à ce diagnostic que nous avons noté qu'il y a plusieurs freins. L'accompagnement des PME n'était pas organisé. Il fallait donc repenser, disons, à cette organisation, mettre en place donc des produits et mettre en place une démarche qui consistait à aller vers la PME, à voir son problème et à régler le problème avec elle. Selon les estimations, en 2014, les besoins en financement non satisfaits des PME au Sénégal étaient chiffrés à près de 500 milliards de francs CFA.
Depuis, la BNDE s'est attelée à apporter son soutien à ces entreprises en jouant un rôle de complémentarité vis-à-vis des institutions traditionnelles. Dans la logique de la croissance économique du Sénégal, les acteurs financiers s'engagent davantage à faire porter les petites et moyennes entreprises en investissant dans le financement des projets et la création d'emplois. On ne peut pas développer nos pays en adossant donc le système bancaire à des systèmes extravertis. Il faudra des systèmes bancaires introvertis qui financent l'économie avec bien sûr un ciblage fort des acteurs qui font le développement. Nous avons financé à peu près plus de 55% des projets qui nous ont été remis par la clientèle. Les autres projets qui ne sont pas financés par la BNDE sont réorientés au niveau des structures d'appui, comme l'ADPME, comme le bureau de mise à niveau, et nous les suivons avec les clients pour que le projet nous revienne afin de les gérer. Hormis les petites et moyennes entreprises, la Banque nationale de développement du Sénégal s'intéresse également aux grandes entreprises, aux institutions de microfinance, aux particuliers et à la diaspora. La BNDE vient compléter les divers mécanismes institutionnels, financiers et techniques en vue de permettre au Sénégal de relever le défi de son émergence. Jean-François, il est intéressant qu'un organisme de financement soit dédié uniquement aux PME. Oui, j'ai toujours trouvé, en tout cas depuis le début de l'aventure de la BNDE au Sénégal, j'ai toujours trouvé cette aventure extrêmement intéressante. Parce que dans le financement de nos économies, un peu partout en Afrique, c'est essentiellement des banques commerciales qui financent. Et les banques commerciales fonctionnent comme toute entreprise commerciale en évaluant le risque. Et le risque est évalué de telle sorte que la plupart de nos opérateurs économiques, en particulier les PME, mais aussi les très petites entreprises. Et aussi, il y a une problématique qui est abordée par la BNDE d'ailleurs, mais dont il n'a pas été question dans le reportage, c'est la question de l'informel, le financement notamment, ou permettre le passage de l'informel au formel. C'est une initiative extrêmement intéressante, d'abord parce que je pense qu'il est important que pour le développement de l'économie nationale, l'État s'engage. Et la Banque nationale de développement du Sénégal est une institution qui est adossée à un pouvoir politique, en tout cas une volonté politique forte. C'est extrêmement intéressant. Et puis, après tout, l'économie nationale, il n'y a d'économie nationale que s'il y a un tissu national d'entreprises qui forme le secteur privé, et à commencer par les plus grandes, mais surtout, le plus grand lot, ce sont les très petites entreprises, et chez nous, les très petites entreprises et les entreprises de taille moyenne. Donc, initiative à suivre, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup le temps ici, mais en tout cas, qui devrait pouvoir inspirer beaucoup d'autres pays africains, en tout cas, je le souhaite. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, le Nigeria va accorder un abattement fiscal de 30% à toute personne, entreprise individuelle ou société qui investit dans les infrastructures. Cet abattement de l'impôt sur le revenu sera accordé par le gouvernement fédéral sur demande de l'investisseur concerné. Gratien, c'est une mesure incitative qui sera efficace selon vous? J'ai des doutes sur l'efficacité de la mesure. Un abattement de 30% pour investir dans l'infrastructure au Nigeria. D'abord, il faut savoir les passations de marché, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'il y a la corruption. Éventuellement, s'il y a la corruption, on vous demande 30%, ce sont les 30% finalement que vous gagnez, que les gens qui travaillent pour l'État vont gagner. Et puis en plus, ce n'est pas facile d'investir quand on est privé dans les infrastructures. On ne peut pas construire des routes, à moins on va faire le péage. On peut construire des bâtiments. Des hôtels, si jamais on les fait rentrer dans les infrastructures, si ce n'est pas public. Donc, il y a vraiment des subtilités dans ce domaine. Et aussi, si ça pourrait être intéressant, si c'était un pays où il y a la bonne gouvernance, il n'y a pas de corruption, mais finalement, les 30% vont facilement être mangés par la corruption. Jean-François, vous êtes aussi pessimiste que Gratien? Ce sont des mesures incitatives qui sont toujours les bienvenues, et j'aime à penser à ce moment-ci, puisqu'on va se quitter quand même, il faut se quitter sur une note positive, que le président Bouhari, avec sa volonté de lutte contre la corruption, permettra tout de même que sur les 30%, que cette mesure d'incitation incite
un minimum d'investisseurs. On attend la suite et puis on en reparlera. Espérons la fin de la corruption au Nigeria. Voilà, mais j'ai dit que j'allais avoir des propos d'espoir. Alors, espérons. Voilà, on termine sur une note positive. Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée à la République démocratique du Congo. La semaine prochaine sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Fanny, enchanté de cette semaine passée ensemble et au revoir à toutes et à tous. Et Gracien, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.